Cette semaine, j'ai retrouvé mon meilleur ami pour ce qui ressemblait à un dernier café entre vieux. Il s'apprête à repartir en Belgique et ce n'est pas encore imminent, mais je sais que mon père, ma sœur et son fils vont bientôt me rendre visite et ces dernières semaines au Japon risquent de filer sans que j'ai le temps de le revoir. Alors, on s'est offert cette parenthèse. Les enfants, ils font toi la confiance. Comme ça. Je l'ai dit avec une intonation, mais on fait avec lui. J'ai dit, on a fait petit. Je me souviens qu'il y avait la prof derrière moi, c'est Madame Patel. Elle a dit, dis Morgane. C'est bizarre, hein, de dire on en est là maintenant. Il y a deux personnes qui font partie du gouvernement américain qui ont... Donc moi, ce que je voudrais... En chemin, on a fait quelques courses. J'ai dû acheter un nouveau set de baguettes avec une petite cuillère pour ma poipoie, puisqu'elle avait perdu l'une de ses anciennes baguettes. J'ai cherché d'autres petites choses, mais je n'ai rien trouvé. On va dire c'est qui cette star? Putain, je tremble. Ça tremble un petit peu. Je sais pas, j'ai peur de toi. Tu me fais peur. Finalement, on s'est arrêté dans un café au charme très japonais, calme et apaisant, pour boire un matcha. C'était simple, doux et précieux. Je suis allée chercher ma fille à l'école et sur le chemin du retour, un festival se déroulait à quelques pas. L'ambiance était festive, presque irrésistible et j'ai eu envie d'y emmener Poipois. Une espèce de petit événement là-bas avec des yatai pour acheter à manger. Je me suis dit que ça te ferait plaisir d'aller voir. Tu vas aller voir? Une étincelle d'or, un objet foisonnant de détails, presque vivant, c'était un kumade, un râteau porte-bonheur japonais, magnifiquement orné de symboles d'abondance et de prospérité, des pièces dorées scintillantes, des grues majestueuses, des manekineko souriants et des rameaux de pin éternel. Le kumade, littéralement râteau, est bien plus qu'un simple objet. Il incarne le pouvoir de ratisser la chance, de ramener le bonheur et le succès dans la vie. Comme on ratisserait les feuilles en automne. Un homme venait tout juste d'en acheter et autour de lui, des vendeurs et des spectateurs s'étaient rassemblés pour célébrer l'achat. Le moment s'est transformé en un rituel festif, des applaudissements rythmés, des chants enjoués, un battement collectif. C'est le Sanbonjime, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille. C'est une tradition pour sceller le moment dans une ambiance de joie et d'encouragement, un appel à la bonne fortune. Une de ces scènes où la culture, la communauté et la spiritualité se mêlent, créant un instant intime et universel. J'étais captivée, tandis que le nouveau propriétaire du kumade s'éloignait. C'est donc en l'honneur de cette tradition que le festival s'anime, vibrant d'odeurs, de couleurs et d'une énergie presque palpable. Il y avait aussi des darumas. Le daruma, avec son expression stoïque et sa forme arrondie, est une figurine profondément enracinée dans la culture japonaise. Inspiré du moine Bodhidharma, le fondateur du bouddhisme zen, le daruma symbolise la persévérance et la détermination. Ce petit objet est bien plus qu'un simple ornement. Il est conçu sans bras ni jambes. Une métaphore de la résilience. Peu importe les épreuves, on se relève toujours. Traditionnellement, lorsqu'on acquiert un daruma, on peint l'un de ses yeux tout en formulant un souhait ou un objectif à atteindre. Le daruma, avec son œil unique, veille silencieusement sur vous. C'est un rappel constant de vos aspirations. Et lorsque le souhait se réalise, on complète l'autre œil, scellant ainsi le succès avec un sentiment de gratitude. Autour des étals de daruma, le festival regorgeait de surprises culinaires. Parmi elles, quelque chose m'a particulièrement frappé. On y vendait de la peau de poulet,
comme ça. Une curiosité qui m'a instantanément rappelé une scène d'une série américaine, F is for Family. Dans cette série, un personnage rêve d'ouvrir un restaurant servant uniquement de la peau de poulet parce qu'il dit que c'est la meilleure partie du poulet. Forcément, je vous épargne les idées grossophobes qui entourent ce personnage, mais en tout cas, c'est une idée moquée pour son absurdité. Et pourtant voilà, au Japon, c'est comme ça, on le vend tel quel. La peau de poulet est cuisinée avec soin et servie comme une gourmandise festive, c'est loin d'être un objet de moquerie. Et Poipois évidemment, elle a voulu en acheter et nous avons rejoint le groupe d'amis au festival. Et je leur ai dit que je trouvais ça assez surprenant que chez moi ce serait pas du tout considéré comme acceptable en fait de manger juste de la peau de poulet. Et on m'a répondu que c'était même considéré comme bénéfique pour la santé. On m'a dit qu'il y avait du collagène dedans. C'est un contraste culturel qui me fascine. Ce qui peut sembler excentrique, voire grotesque dans une culture devient ici une tradition, un petit plaisir culinaire associé à la fête. Ça me rappelle aussi que la nourriture n'est jamais juste de la nourriture, c'est une porte ouverte sur une culture, une vision du monde, une manière unique d'appréhender le quotidien. Oui, je me rends bien compte que je suis en train de vous faire tout un discours sur de la peau de poulet, mais vraiment, je suis impressionnée. Plus tard dans la semaine, évidemment, vous vous en doutez, je vais à mes cours. Aujourd'hui, on a parlé des proportions, de l'équilibre instinctif qu'un corps doit avoir dans un dessin pour paraître naturel. Et on a aussi découvert quelques astuces pour le logiciel. C'était fascinant comme toujours, même si ce logiciel est absolument affreux. Une fois les cours terminés, je retrouve Poipois et bien sûr, on va dans le Family Restaurant Saizeriya où vraiment tout n'est pas cher du tout. Je pense que cette fois, on a mangé pour 15 €. Et le week-end, lui, s'est terminé par un grand événement à la mer. Nos amis avaient organisé un barbecue et quand nous sommes arrivés, j'ai été frappée par l'ampleur de l'organisation. C'était plus grand que ce que je pensais. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le rôle des papas. Ils s'occupaient de tout, littéralement. C'est pas la première fois qu'on avait un événement tous entre amis avec tous ces gens-là. J'avais déjà vu ça, mais cette fois c'était un peu plus frappant que d'habitude. Parce qu'ils géraient la cuisson, ils dressaient les tables, ils s'assuraient que chaque enfant avait ce dont il avait besoin.
Ils les accompagnaient même près de la mer pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Ils allaient chercher les affaires pour les changer, ils portaient toutes les chaises, toutes les tables, les boissons, les frigos. Et moi, j'étais là avec ma fille, sans mari, pour partager ce moment. Et c'est dans ce genre de situation que, si je dois vraiment vous dire toute la vérité, l'absence de mon mari que je ressens déjà chaque jour devient presque écrasante. Il y a une sorte de gêne, un vide, une tristesse que je dois cacher derrière un sourire. Et je sais que tout le monde le sait, en fait. On est tous là, tout le monde me regarde, tous les papas sont occupés, et moi, je suis vraiment... comme un poteau. Je veux pas que ma fille ressente ma peine, mais comment l'éviter quand elle voit tous ses enfants jouer avec leur papa tandis qu'elle n'a que moi? Faut savoir que dans ma région, les papas sont très impliqués dans la vie sociale des enfants. Ils conduisent les petits à l'école, préparent le petit déjeuner, prennent part à tout en fait. Et même si mon mari partage ces mêmes valeurs, il est privé de cette réalité. Quand il a essayé de nous appeler pendant le barbecue, j'ai senti sa douleur. Il voulait voir où nous étions, entendre nos voix, mais la connexion était mauvaise. Tout ce qu'il a pu voir, c'était ses papas présents, remplissant leur rôle, tandis que lui, il était coincé seul dans son appartement à des milliers de kilomètres. Ce genre de moments sont difficiles pour nous deux, nous trois. C'est comme si le destin nous volait des instants précieux, des instants qui ne reviendront pas. Il y a aussi ce regard des autres, cette pitié implicite. Vraiment, j'aime pas ça du tout. Je veux pas qu'on me voie comme faible, mais je suis pas forte non plus. C'est un drôle d'équilibre à trouver entre prétendre que tout va bien et accepter que parfois non, ça va pas. Pourtant, malgré tout, je sais que notre choix de vivre séparés pour l'instant n'a rien à voir avec de l'égoïsme, contrairement à ce que certains peuvent penser. On a choisi de nous sacrifier pour notre famille, pour un futur où nous serons enfin réunis. Mais ces sacrifices, bien qu'ils soient faits par amour, n'en sont pas moins lourds. Et c'est ça, toute la vérité, toute la réalité de notre situation. Je me confie à vous parce que je pense qu'il y a d'autres familles dans des situations similaires. Des familles qui portent en silence la douleur de l'absence, le poids du jugement. Et si je peux, à travers mes mots, alléger un peu cette honte et ce stigma, alors peut-être que tout ça aura un sens. J'ai vu passer certains commentaires, certaines réflexions. Pas que je sois forcément sensible à tout ça, mais en gros, pas mal de gens ont l'air de penser qu'on fait passer le matériel avant la famille, mais je crois que c'est le contraire en fait. Notre choix de vivre séparés pour un temps est un sacrifice, oui, mais c'est un sacrifice fait par amour pour protéger notre famille. Aux États-Unis, nous avions tout, une grande maison, un quartier luxueux. C'était ça le matériel en fait, mais ça semblait vide face à ce que nous valorisons vraiment. Alors on a choisi de tout laisser derrière nous pour un avenir meilleur, au Japon, près de notre famille, en tout cas d'une partie de notre famille, là où nos valeurs familiales, notre santé, notre bien-être peuvent s'épanouir. Mais voilà, Mochi et moi, même si c'est difficile et que chaque jour est une bataille, une patience mise à l'épreuve, on partage cette mentalité. Pour nous, il vaut mieux endurer 2 ans de difficultés pour 50 ans de bonheur que de rester dans un confort superficiel qui ne nourrit ni l'âme, ni le cœur. Voilà maman, c'est bon, t'as réussi. Et c'est drôle en fait que les gens pensent comme ça parce que c'est une résistance que j'observe chez Momo. Elle rechigne à ranger sa chambre, préférant vivre dans un désordre permanent plutôt que de faire un effort pour retrouver la sérénité et le confort. Une fois que c'est nettoyé, elle est super contente, mais elle pense à l'instant présent, elle ne veut pas de difficultés. Elle préfère vivre dans une difficulté moyenne tout le temps, plutôt que d'avoir difficile 5 minutes pour être tranquille toute la journée après. C'est une mentalité que je comprends, mais qu'en tant qu'adulte, on a décidé de dépasser. Faire un effort maintenant pour une vie meilleure ensuite, c'est le mantra pour nous.
Et c'est ainsi que cette semaine se termine, sur un coucher de soleil absolument splendide. On peine à croire que nous sommes à la fin du mois de novembre. Il fait si chaud qu'on aurait dit un jour d'été. Merci d'avoir partagé cette semaine avec moi, cette semaine de vérité, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, parce que c'est pas juste un simple mot pour moi, c'est vraiment quelque chose qui encourage la chaîne et qui me permet de grandir. Merci du soutien.